Moi, c'est pour la première fois que je vois dans une province où le gouverneur a où il y a eu son argent, parfois mettre pour le fonctionnement de la... C'est pour la première fois. Ce que nous avons toujours vu. En termes de dettes. Évidemment, je vous dis que l'intention première de Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale était celui de disculper, n'est-ce pas, son organe de tous les soupçons toutes les soupçons de corruption. Mais ce qui est malheureux, il a très mal communiqué. Congolais peut-être ton politico-militaire. Mais on a refusé. Mais oui, mais pour Congolais, puisqu'il y avait un forum important, la conférence nationale souveraine. Non, soyons sérieux, monsieur. Soyons sérieux. C'est à la présidence. Mais c'est lui qui gère la présidence. Il a signé ce qu'on vient de nous voler. Peut-on parler d'une révolution du ministère des Droits humains? Je suis un peu mal à l'aise de le dire parce qu'il s'agit de moi. Oui. Je pense que l'éducation que moi j'ai réussi et même ma philosophie de vivre m'invite toujours à l'humilité, à la modestie, même si ce que vous dites est vrai, que je suis au fait à ce jour le seul, ce qui va de soi, que le premier entre les ministres, les warriors, les ministres de la République démocratique du Congo, à prendre la parole à la grande tribune, à la tribune mythique des Nations Unies. C'est quelque chose de très important pour les Matadiens. Mesdames et messieurs, nous sommes le 2 août 2024, journée nationale du génocide congolais. Oui, nous gardons une mémoire très pieuse en tout cas à nos compatriotes congolais qui ont perdu la vie suite aux atrocités qui se passent à l'est de la République démocratique du Congo, liées à l'agression rwandaise disséminée derrière le M23 qui tue les Congolais matin, midi et soir. Cette journée du 2 août, sous l'impulsion bien entendu du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à l'époque ministre national des droits humains, il s'agit de Maître Albert Fabrice Puela, ils ont initié cette journée du 2 août que tout Congolais à travers le monde doit garder une mémoire pieuse à travers nos compatriotes qui meurent du jour au lendemain. Oui, il était temps de déclarer qu'en RDC, il y a aussi génocide. Nous gardons une pensée pieuse à ces illustres disparus. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces magazines Tempête politique sur les antennes de la radio télé Boula Matadi. Nous vous souhaitons bonnes conditions de partout où vous nous suivez, bonnes conditions de suivi. À ceux-là également que nous suivons en ligne à travers notre chaîne YouTube Tempête Politique TV et aussi Boula Matadi TV, Boula Matadi officiel également sur YouTube et sur notre page Facebook. À tous ceux-là que nous suivons en ligne, nous vous souhaitons également de partout à travers le monde bonnes conditions de suivi. De quoi sera-t-il question aujourd'hui? Vous le savez très bien. Dernièrement, nous avons vu les inspecteurs de travail ici dans la province du Congo central ont manifesté, oui, sont descendus dans la rue pour revendiquer ce qui est de leurs droits, 10 mois d'impaiement et bientôt 11 mois d'impaiement depuis qu'ils ont été reconnus par l'État congolais comme étant inspecteurs de travail dans la province du Congo central. Oui. Les chefs de l'État congolais prennent l'État de droit, ils ont également droit de pouvoir réclamer ce que l'État congolais leur droit, bien entendu, en rapport ce qu'ils rendent comme service loyaux à l'État congolais et à la nation entière. Et pour en parler, nous recevons pour vous l'inspecteur Joël qui est à ma droite, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste.
Merci beaucoup pour votre invitation. Il a été impérieux pour nous de répondre positivement à votre invitation. Nous voici aujourd'hui. Vous êtes inspecteur du travail ici dans la province du Congo central. Oui, je suis inspecteur du travail, nouvellement recruté. Nous avons bel et bien respecté les normes de l'article 6 qui donne le pouvoir à l'État congolais de recruter et de recruter les gens qui ont bel et bien répondu au critérium du concours. Donc voilà, nous aujourd'hui, je vous parle, nous sommes inspecteurs du travail recrutés à l'État congolais conformément à l'article 6. Très bien. En face de vous, nous avons inspecteur André Ouello, à qui nous disons également bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Je suis très ému et très content de recevoir votre invitation de la part d'un homme si influent de cette province qui vous donne une invitation pour venir partager la connaissance et partager ce que nous sommes en train de ressentir. Donc, nous appeler pour compatir, c'est pas ça, c'est dans le sens de compatir aussi avec les inspecteurs qui sont en train de subir, je ne sais pas si la justice ou soit génocide du travailleur que je peux nommer. Ça. Voilà. Merci beaucoup. À vos côtés, nous avons Madame Lauriane. Bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Moi, c'est le contrôleur Lauriane Mabeta. Et je vous remercie premièrement de nous avoir invités dans ce plateau. Et nous sommes infiniment reconnaissants pour cet acte que vous avez fait à notre part. Et merci beaucoup. En ce lieu, nous allons parler de ce qui concerne nos revendications et le reste. Voilà un peu. Merci. Voilà. Mesdames et messieurs, ce sont eux que nous recevons en séjour. Il s'agit de l'inspecteur Joël, il s'agit également de l'inspecteur André Ouello et de Madame Lauriane Mabeta, elle est contrôleuse. Tous travaillent à l'inspection provinciale du travail, recrutés nouvellement pour rendre service à la nation. Mais 11 mois d'impayement, ça n'est de trop. Ils ont décidé de pouvoir hausser les tons, de pouvoir faire entendre leur voix, enfin de rencontrer l'enchantement ou sinon l'avis favorable des autorités compétentes pour venir à leur rescousse. Je commence avec vous, inspecteur André. Quel est le début justement de vos revendications? Après 10 mois, vous avez accepté de servir la nation. Vous avez accepté de servir avec avouement, de servir avec plaisir en tant que patriote à la nation, bien entendu dans ces secteurs d'inspection du travail. Mais quel péché avez-vous commis pour ne pas être payé pendant 10 mois? Bon, jusqu'alors là, monsieur, comme vous l'avez dit, de commencer d'abord la genèse, l'historicité, le début du commencement de cette aventure que nous sommes en train de passer. Bon, tout a commencé le 3 mars 2023, que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris l'initiative qui a été délibérée par le Conseil des ministres. Ils ont constaté qu'il y a faillite dans la marche de l'État dans certains secteurs. Alors, surtout dans les secteurs du travail, le président de la République ayant constaté cette défaillance ou ce déficit, voilà pourquoi il a ordonné aux ministres sectoriels de pouvoir lancer le recrutement pour renforcer le secteur du travail. Et on nous a recruté le 3 mars 2023. Nous avons postulé d'ailleurs l'initiative selon laquelle les inspecteurs ont salué vivement, parce que c'est du jamais vu. Le jeune que nous sommes, vous nous voyez, aujourd'hui nous sommes jeunes, réfléchissant à fleur d'âge, sortant de l'université, vous rencontrez avec l'opportunité, on a du bon de pouvoir aider l'État
à sa sortie de cette déficience, nous avons postulé, et après avoir postulé, nous avons passé les concours le 23 juillet 2023. On a passé les concours ici, et après avoir passé les concours, nous étions obligés d'attendre les résultats, et les résultats étaient sortis le 2 septembre, toujours 2023. Après les résultats, nous avons été admis sous statut par l'arrêté interministériel qui a été signé par le ministre de la fonction publique et madame ministre l'emploi et travail, prévoyance sociale qui était à l'époque. Ils ont signé l'arrêté interministériel. Nous avons été admis le 17 octobre 2023. Après avoir été admis, nous étions obligés d'acquérir la connaissance. Nous avons passé la formation. Nous étions à Kinshasa. On a commencé la formation d'ici novembre jusqu'au 18 novembre, toujours 2023. On a passé la formation qui a été dans des conditions un peu difficiles, mais nous, étant souciants, ambitieux de pouvoir aider l'État, rempli de l'amour, du patriotisme, nous avons enduré tout cela. On a passé la formation. Hier, nous sommes déplacés d'ici, de Matadi jusqu'à Kinshasa, les amis de Bandundu, les amis d'Équateur, nous sommes retrouvés et on a fait la formation. L'État a commencé, notre cauchemar a commencé par là, où nous n'avons pas été pris en charge par l'État. On a attendu le per diem, le per diem n'a pas été donné aux inspecteurs. Les inspecteurs, en débrouillant de leurs propres moyens, ils ont payé les transports. Ils étaient là à Kinshasa, à la formation au village de Venise. On a fini la formation. Nous étions obligés de rentrer. Entre-temps, il y a aussi des amis qui se sont déplacés, pour la formation. Mais en se déplaçant, il y avait même des problèmes. Même des problèmes pour rentrer. Donc c'est là où notre cauchemar a commencé. Et après 2024, arrivé au mois de mars, nous avons été commissionnés par la commission d'affectation qui a été signée par madame la ministre de l'Emploi et Prévoyance sociale. Et nous avons été affectés dans nos lits. Mais quand on vous affecte, l'État ne vous donne même pas les frais de déplacement, les frais de fonctionnement. Non, toujours ambitieux de travailler pour l'État congolais pour relever le défi, parce que c'est l'initiative du chef de l'État. On ne veut pas abandonner cette initiative comme ça. Nous sommes conscients de pouvoir soutenir cette initiative du chef de l'État. Mais en réalité, nous sommes en train de vivre dans des conditions de précarité, ou soit c'est mythe ou réalité, que les inspecteurs du travail, ceux qui sont censés réglementer le secteur du travail, nous sommes en train d'être délaissés par l'État congolais. Donc ça nous fait mal. Nous sommes tellement écœurés de voir des conditions, parce que comme ça, le chef de l'État est souciant de voir que le secteur du travail puisse être valorisé. Valorisé parce que nos compatriotes sont en train de pleurer nuit et jour dans des entreprises publiques, dans des entreprises privées, par exemple, qui sont admis qui sont assujettis du code du travail. Par exemple, les contrats du travail ne sont pas respectés, leurs engagements ne sont pas respectés, mais les gens qui sont censés réglementer, faire appliquer la législation en matière du travail, c'est nous les inspecteurs. Mais regardez, monsieur le journaliste, comment nous sommes abandonnés dans notre triste sort. Voilà pourquoi nous sommes venus ici, vous nous voyez notre présence ici, pour que l'État, parce qu'on en a marre, on en a assez, nous sommes sortis du silence, pour que cela puisse être au vu et aux yeux de tout le monde, monsieur le journaliste. Très bien, inspecteur André Ouello. Mesdames et messieurs, vous les suivez, ce sont des inspecteurs du travail. Je me pose une question que j'aimerais partager avec vous qui nous suivez en ce moment. Si déjà les inspecteurs du travail, des gens qui sont censés réglementer ces secteurs, qui fait couler encre et salive en République démocratique du Congo, peinent, et même victimes des impayements de la part de l'État congolais. Et quel serait le sort de ceux-là qui travaillent chez le particulier? La refondation de la République est très urgente.
Inspecteur Joël, restons toujours dans cette genèse de votre début, de votre recrutement. Vous avez été recruté, vous avez postulé. L'État congolais a apprécié votre dossier. On vous a recruté, vous avez été formé. Mais j'entends parler, selon le dire de l'inspecteur André Ouello, que ce mauvais traitement a débuté déjà dès le premier pas où vous étiez parti à Kinshasa pour la formation. Arrivé là-bas, vous n'étiez pas pris en charge par l'État congolais. Et malgré ça, vous avez cru à cette nation, vous avez cru à l'État congolais, vous avez cru au ministre du tutelle, avec amour, en tant que patriote, vous avez continué cette aventure. Mais est-ce que le ministre était-il informé de ces mauvais traitements que vous avez subis déjà à partir de votre formation? Où il y a eu, comme d'habitude en RDC, Kembongo Ebimi, mais un conglomérat d'individus, de délinquants financiers, se sont accaparés au détriment de vous, les nouveaux recrues. Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question tellement pertinente. Je ne pourrais jamais accepter de prendre le risque de dire que non, on a bouffé notre argent, parce que je n'ai pas de preuves. Mais vous savez, il a été impérieux pour nous de vous donner notre anecdote. Pour que vous sachiez, nous sommes venus d'où, nous allons où. Vous savez, monsieur le journaliste, c'est nous qui sommes des héritiers de ces pays. Avec ce genre de traitement, nous sommes vraiment estomaqués. Ça nous fait tellement mal de voir la personne que la province du Congo central avait voté à 90% pour la première fois. Donne une instruction et il y a quelqu'un ou une personne que lui-même avait nommé bafoue ou boycotte ce que le président de la République donne comme instruction. Ça nous fait mal. Là, il s'agit de qui? C'est le ministre du budget, monsieur Aimé Boji. C'était au 131e conseil des ministres. Le ministre honoraire, hein? Il faudrait préciser. Il est revenu. Il est revenu toujours, oui, il est toujours là. Okay. C'était au 131e conseil des ministres. Le président de la République a instruit aux ministres concernés de bien vouloir examiner notre dossier en mode urgence. Monsieur le journaliste, c'est avec beaucoup de regrets que je vous parle d'attendre un ministre dans des médias de la place prend l'audace de boycotter ce que le président a dit en argumentant ainsi. Le recrutement des inspecteurs n'a pas été budgétisé. Nous sommes dans quel pays? Vous savez, monsieur le journaliste, si on était dans un pays des hommes normaux, le ministre devait déjà être poursuivi et arrêté. Monsieur le journaliste, je pourrais quand même vous lire l'article 4 de la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière de service public de l'État. Dispose que tout recrutement a pour objet de pouvoir à la vacance d'un emploi repris dans le cadre organique d'un service est budgétairement prévu. Ce n'est pas à nous. Ce n'est pas à nous d'apprendre, M. Boji, qui est le ministre du budget. Comment ça se passe? Ce n'est pas à nous. Mais le président pouvait bien instruire, mais les techniciens en la matière, c'est le ministre. Est-ce que le président avait écouté les ministres? Monsieur le journaliste... Ou sinon les choses étaient faites de façon précipitée. Monsieur le journaliste, je pourrais quand même vous répondre en vous expliquant comment ça se passe avant que l'État puisse lancer le recrutement. Okay. L'État ne peut pas on dit gouverner, c'est prévoir. On ne peut pas se réveiller un bon matin et dire que non, nous voulons maintenant recruter les agents. Non, ça ne se passe pas comme ça, monsieur le journaliste. Ça se passe comment? Le ministre sectoriel, qui est notre ministre tutelle, va auprès du Premier ministre, expose leur cas.
que moi, dans mon secteur, j'aurais voulu que vous puissiez recruter des inspecteurs. Le Premier ministre va poser la question auprès du ministre du budget. On veut maintenant bientôt, on va recruter des inspecteurs. Que dites-vous? Nous serons quand même capables de prendre en charge prenons l'exemple, ces inspecteurs. Si le ministre dit oui, nous sommes capables, alors c'est par là que le Premier ministre va instruire ou va exposer les cas au Conseil des ministres, parce que c'est ça qui a été fait. À vous entendre parler, le ministre du budget a déclaré que ces recrutements n'ont pas été budgétisés. Oui, oui. Est-ce qu'il n'y avait pas un forcing quelque part, que malgré l'avis technique du ministre du budget, mais votre ministre du tutelle, en connivence avec l'ancien Premier ministre, ont fait la tétitesse pour dire allons au forcing? Monsieur le journaliste, vous savez, en droit on dit nul ne peut créer sa propre turpitude. L'État congolais, quand on parle de l'État congolais, on ne fait pas allusion à notre ministre. Parce que quand on parle de l'État congolais avait décidé, c'était au Conseil de ministres. Et quand le président de la République, dans le 131e Conseil des ministres, a instruit, cela veut dire que non, il n'y avait pas de forcing, monsieur le journaliste. Il n'y avait pas de forcing. Il n'y avait pas de forcing. Donc nous, dans notre cas, on ne voit pas là où on a forcé le ministre ou le gouvernement de recruter les agents de carrière du service public de l'État. Non, non. Donc, monsieur le journaliste, nous, tels que nous sommes là, nous regrettons pour les actes posés par notre ministre, qui est ministre du budget, Aimé Bosch, de déclarer ou prendre l'audace de dire que non, nous avons recruté, parce que quand il dit que l'État veut recruter, là c'est exposer l'État. Là c'est exposer l'État. L'État ne peut jamais recruter sans pourtant qu'il y ait un budget. Au Congo central, vous avez été recruté au nombre de combien? Au Congo central, nous sommes au nombre de 145 inspecteurs, contrôleurs et agents administratifs. Donc, je peux dire 55 inspecteurs, 40 et quelques contrôleurs, et puis le reste, ce sont des... Disséminés à travers la province? Oui, de Kassamou-la-Moindre. De Kassamou-la-Moindre. Oui, de Kassamou-la-Moindre. Est-ce que le traitement que vous subissez, inspecteur du travail au Congo central, est le même pour ceux qui sont dans d'autres provinces? Prévenez, monsieur le journaliste. Sinon, c'est un cas particulier. Prévenez, monsieur le journaliste, nous sommes un corps. Vous devez d'abord premièrement savoir que nous sommes un corps. Notre marche, s'il faut dire, aller droit au but, notre marche était décrétée dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous avons fait ça ici, nos collègues de Kinshasa l'ont fait, c'est de Mbujimayi, de Bandundu, ainsi de suite. Donc on l'a fait, nous réclamons notre 10 mois d'arriéré. Donc nous sommes là, on travaillait quelque part, l'État congolais a lancé l'appel d'offres, nous avons jeté l'éponge là où on était, on nous payait trop bien. Nous sommes venus répondre à l'appel du gouvernement congolais, mais voilà aujourd'hui nous sommes abandonnés à notre triste sort, ça fait quand même mal. Voilà, mesdames et messieurs, triste réalité de voir aujourd'hui, jeunes qu'ils sont, ils ont fait 5 ans à l'université, les parents ont dépensé pour certains, et pour d'autres qui se sont autofinancés, ils ont dépensé sérieusement pour financer leurs études. Avant, ils ont eu leur bac 5 ans après. Et l'État congolais lance un appel d'offres. Avis de recrutement de nouveaux inspecteurs du travail. Et jeunes qu'ils sont, très beaux, très élégants, ils ont décidé d'abandonner leur travail où ils étaient chez les particuliers pour répondre à l'appel de l'État congolais par amour de cette nation. Et voilà, Nakobanda Moussala n'a pas un paiement. Dis-moi un paiement. C'est grave. Donc, jeunes qu'ils sont, mais on déjà un paiement. Dis-moi d'un paiement. Et ce qui est curieux, dans ce cas, mais c'est très curieux et ça fait très mal, chers téléspectateurs. Jeunes, ils ont accepté Batikamissa privé là où ils étaient pour servir la nation. Mais venir servir la nation pour subir des impayements, 10 mois d'impayement depuis qu'ils ont commencé à travailler. Jamais payé.
Mais on se réveille du jour au lendemain, on attend qu'on a dossier lampadaire, dossier forage, autant de millions de dollars détournés chaque jour que l'IGF dénonce. On se réveille du jour au lendemain, on attend là-bas 12 millions de dollars accueillis, 1,5 million accueillis, 2,5 millions accueillis. Mais pendant que de jeunes gens comme ça, qui ont accepté de servir la nation, sont impayés. Non, ça doit révolter les esprits. Nous devons aimer ces pays. Et nous devons aider les jeunes qui choisissent de servir la nation à se sentir fiers d'être compatriotes congolais. Madame, vous êtes contrôleur au sein de l'inspection provinciale du travail. Vous avez été recruté. Et Lelo, vos parents, vous avez jubilé à la famille ce jour-là, je pense. Hein? La famille a jubilé que moi, je Moussala. Et dis-moi, d'un paiement en tant que femme, ça vous fait quoi? Merci beaucoup pour la parole, messieurs les journalistes. Ça fait trop mal. Ça fait vraiment trop mal de travailler pour l'État, mais de ne rien recevoir en retour. C'est pourquoi nous demandons vraiment à notre chef de l'État de pouvoir comment je peux dire? S'impliquer, voilà, s'impliquer à notre sort vraiment. Laisser les travaux qu'on avait avant est venu pour servir l'État, mais en entrant à l'intérieur, en entrant maintenant, en travaillant, nous voyons d'autres choses. Que notre souci est que l'État, vraiment le président de la République démocratique du Congo, il vienne vraiment impliquer sur ça. Très bien. Très bien. Mesdames et messieurs, ça c'est le cri d'alarme d'une femme. D'une femme, vous la voyez, les jeunes, jolissime, mais a accepté de servir l'État congolais. Malheureusement, remercié à monnaie de singe, 10 mois d'un paiement. Et malgré ça, vous n'avez pas démissionné, je pense. Non. Vous continuez à servir la nation, malgré les impaiements. Bon, on n'a pas voulu d'abord démissionner. Vous savez, nous, comme on dit, donc l'État congolais c'est notre papa. On ne peut jamais directement aller outre. Nous voulons d'abord utiliser toutes les voies de recours et par rapport on saura ce qui est. Très bien. Alors on reste avec vous, inspecteur Joël. Dernièrement, après votre marche, vous avez réussi à avoir une audience avec le directeur de cabinet du gouverneur. Vous avez sollicité rencontrer le gouverneur et qui a décidé finalement que vous puissiez être reçu par son directeur de cabinet. Pouvons-nous savoir qu'est-ce qui a constitué votre rencontre avec le directeur de cabinet? Quel a été le mot du directeur de cabinet qui, bien entendu, a représenté le gouverneur en ces temps? Ok, merci monsieur le journaliste pour la question posée. Oui, nous avons initié une marche, c'était le 31 juillet. Nous avions plutôt été reçus par le directeur du cabinet du gouverneur que je salue en passant. La maman nous a bel et bien reçus dans son bureau de travail. Il nous a écoutés. On a exposé notre cas auprès de la personne que le gouverneur avait mis dans notre disposition. La maman nous a permis de lire notre mémo dans sa présence. Les choses qu'il fait faire. Maman nous a dit, étant que maman, elle a plutôt compati plutôt avec nous, et il nous a rassuré que nous avons d'abord premièrement droit à revendiquer parce que c'est constitutionnel, et surtout que c'était une marche tellement pacifique. Elle nous a aussi dit que nous soyons calmes parce que notre mémo est déposé entre une bonne main.
et le gouverneur va faire en sorte que notre mémo soit déposé acquis de droit. Donc voilà ce que la maman nous a dit ou nous a rassuré. Alors, vous êtes de l'apanage de Kinshasa. Est-ce que aller rencontrer les gouverneurs, vous aurez gain de cause? Je crois, étant que jeune, je crois, et c'est un manager pour l'intérêt général de sa province. Je pense qu'il va manager pour que nous puissions avoir notre gain de cause. Et c'était aussi une occasion pour nous. D'abord, je salue notre gouverneur de la province, Grace Bilolo, qui est jeune comme nous et avec qui nous avons vraiment soutenu pour qu'il soit gouverneur de la province d'une manière ou d'une autre. Nous, personnellement, nous lançons un message auprès de notre gouverneur de bien vouloir nous aider. Nous aider comment? Nous avons besoin d'un local. Parce qu'à l'époque, notre inspection du travail était d'abord inspection du travail. À la tête de Mahama Kaya, que je salue en passant, qui était le chef de division. Alors, au moment où je vous parle, monsieur le journaliste, avec notre réforme, nous avons maintenant une direction provinciale de l'inspection du travail, chapeautée par un directeur que je salue en passant, Sitamelo Melani. Nous utilisons, monsieur le journaliste, un local de 20 mètres carrés. Ce n'est pas digne d'un local d'une direction. C'est pourquoi nous demandons au chef de l'exécutif provincial, le premier citoyen de la province du Congo central, de bien vouloir nous venir en aide. Nous avons vraiment besoin d'un local. Preuve année, nous avons déjà écrit, nous avons déposé notre lettre, y compris une lettre de demande d'audience, pour qu'il puisse nous recevoir, parce que nous avons vraiment beaucoup à lui exposer pour que notre travail ou la vision... En dehors que vous puissiez être impayé, est-ce que vous recevez quand même les frais de fonctionnement? Les frais de fonctionnement, je ne peux jamais prendre le risque de dire oui ou non. Parce que là, ce n'est pas moi qui gère. Voilà, on garde cette question pour les directeurs provinciaux. Inspecteur André Ouello, malgré les 10 mois d'impayement, jeune que vous êtes, est-ce que vous avez toujours le courage de servir la nation? Bon, la nation, l'État congolais, c'est ma nation à moi. Parce que c'est d'abord naturel. Je n'ai pas choisi d'être congolais de prime abord. C'est la volonté divine. Et j'aime beaucoup les maximes de Confucius qui dit: le merci entre les hommes sont notre lot éternel. On tombe, on se relève. On se déséquilibre, on revient à l'autre. Et on meurt dans la société. Et c'est cela fait vivre. Donc moi, étant donné que j'ai laissé le travail que je faisais dans les secteurs privés pour venir servir la nation, c'est une fierté pour moi. C'est une fierté de servir l'État congolais tout en état jeune. Mais ce que nous demandons à l'État, de pouvoir venir en aide pour pallier à cette situation injuste que nous sommes en train de subir. Parce que Confucius disait encore: aidons-nous mutuellement, car la charge de malheur sera le plus léger. Le bien qu'elle fait à son frère est un soulagement. Si et seulement si les autres, parce que l'État c'est une fiction. Maintenant nous demandons la volonté des gens qui sont en train de piloter, d'orienter, pour que l'État puisse prendre sa forme philosophique, qui est le vouloir de vivre ensemble. Mais nous sommes en train de remarquer que ce vouloir vivre ensemble est en train de se désolidariser avec nous. Parce que comment cette condition injuste que nous avons fait. Donc moi ça me fait mal, mais c'est une fierté de pouvoir mourir la patrie ou la nation, de pouvoir mourir comme un héros. Ça sera bien d'être dans la classe de Kipanvita, dans la classe de Simon Kibango, dans la classe de Patrice Emery Lumumba, dans la classe de Kunduchi, tout cela, nos pères de l'indépendance. C'est une fierté pour nous. Je suis comme un soldat qui part à la chasse, à la guerre,
et puis ils meurent sous les drapeaux, et nous sommes en train de vouloir ça. Et pour citer, monsieur le journaliste, parce que ici, la compétence est aussi territoriale. Nous avons le représentant direct du chef de l'État, qui est notre gouverneur Grace Bilolo, que nous saluons à passant. Il est encore jeune comme nous, il a l'énergie positive comme nous aussi. Voilà pourquoi le démarche que le camarade, je pourrais rachérir notre camarade, qu'il pouvoir venir ne fût qu'en aide là où ses compétences sont directement, qu'il pouvoir venir en ordre, parce que notre local que nous sommes en train de travailler, nous travaillons dans des conditions tellement inhumaines, et surtout que nous sommes dans la 21e siècle de conditions, il y a la révolution de la technologie. Mais nous travaillons, vous partez à l'inspection provinciale du travail, vous regardez comment les inspecteurs sont en train de travailler, les conditions de précarité. Nous sommes, donc, comme l'administration est figée, nous, avec on appelle les dactylos. Jusqu'à présent, à ce 21e siècle, ici, c'est grave. Nous demandons au gouverneur de pouvoir, et au ministre provincial du travail, de pouvoir venir en aide, parce que c'est lui qui est notre autorité directe ici, de pouvoir venir en aide, d'aider aussi les inspecteurs et en valorisant les secteurs. Mais quand on appelle les inspecteurs à la cité, donc vous savez que les gens ont de l'estime et confiance envers vous, mais ils ne savent pas ce que nous sommes en train de subir à l'intérieur. Voilà, bon courage, hein, bon courage. Madame Lauriane Mabeta, quelle est la mission confiée à l'inspection du travail? Puisque nous parlons de l'inspection du travail, oui, mais quelle est la mission confiée à l'inspection du travail? Quel est votre apport dans la bonne marche de la nation, dans votre secteur? Okay. Merci beaucoup pour la parole, messieurs les journalistes. Si je peux vous le décrire, ce qui dit le Code du travail, sa chapitre 124, l'inspection du travail a pour mission de assurer l'application dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession, telles que les dispositions relatives à la durée du travail, au salaire, à la sécurité, à l'hygiène et au bien-être et à l'emploi de femmes, des enfants et de personnes avec handicap, au conflit collectif, au litige individuel du travail, à l'application des conventions collectives, à la représentation du personnel et d'autres matières connexes. 2. Fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur le moyen le plus efficace d'observer les dispositions légales. Donner des avis sur les questions relatives à l'établissement ou à la modification des installations d'entreprises et d'organismes soumis à une autorisation administrative. Porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences ou les abus que révélerait l'application des dispositions légales et qui ne sont pas couverts par celle-ci. Voilà un peu notre mission étant qu'inspecteur. Là, ce sont les missions confiées à l'inspection du travail. 10 mois d'impayement, 10 mois de service. Est-ce que vous êtes conscient que vous, d'avoir rempli loyalement toutes ces missions vous confiez? Si je peux répondre, 10 mois d'impayement, c'est vraiment difficile. Mais nous sommes obligés, en étant inspecteur du travail, nous trouvons que tout ce que nous venons de lire ici, ce qui est écrit au Code du travail, nous-mêmes, nous ne les respectons pas. Nous ne les respectons pas. Et sur ce, nous demandons au président de la République, parce que ces codes que nous voyons ici, le président de la République connaît très bien, parce que c'est lui qui doit signer avant que ce soit publication. Et nous les demandons qu'il participe vraiment à notre sort. Vraiment. Il participe, parce que nous voulons être rémunérés par rapport à ce que nous faisons. Voilà.
Et par là, nous souhaitons également prompt rétablissement au président de la République qui séjourne depuis lors en Belgique pour des soins médicaux. Inspecteur Joël, nous tendons vraiment vers la fin de cette émission. 10 mois d'impayement. En tant qu'humain, je sais ce que ça peut faire moralement. Mais on vous demande de remplir toutes ces missions que madame venait de décider et repris dans le code du travail. Est-ce que vous aurez du courage? Est-ce que vous aurez de l'énergie? Est-ce que vous aurez même la moralité de bien remplir les missions vous confiées par le code du travail? Merci, messieurs les journalistes, pour la question une fois de plus. Pour l'amour du pays, nous sommes capables de le faire. Preuve année, c'est pourquoi vous constaterez que nous sommes dit on devait aller à la grève. Pourquoi? Parce que vous savez, pour mettre en application notre mission, c'est pas une mince affaire. C'est pas facile. Alors on doit être bien rémunéré, on doit être bien protégé, on doit être bien accompagné pour que nous puissions résister devant des tentations, s'il faut dire ainsi. Donc, nous demandons au chef de l'État, président de la République, Fathi Berton, nous sommes prêts à mettre en application tout ce qui a été dit ici. Mais du moins, ce que nous pouvons quand même vous demander en contrepartie, nous soyons bien rémunérés, nous soyons bien pris en charge. Vous verrez, monsieur le président, en matière du travail, vous allez facilement, où nous allons facilement mettre en application votre vision sur le terrain. Voilà. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Inspecteur André, un mot de la fin. Oui, un mot de la fin. D'ailleurs, je voulais ouvrir une petite parenthèse. Rapidement. Parce que vous voyez aujourd'hui, les gens ont peur à l'IGF. C'est parce que ce service, il y a du sérieux, le chef de l'État s'est impliqué comme il faut. Mais alors, la mission de l'inspection du travail, monsieur le journaliste, va au-delà de la mission de l'IGF. Parce que nous, ici, il s'agit de questions de la vie. Question de la vie. Mais l'IGF se limite en matière de l'argent. Vous comprenez? Des contrôles a priori. Mais nous allons au-delà jusque de la santé professionnelle, maladie professionnelle. Savoir comment la prise en charge de famille, des gens dans leur travail. Donc ici, nous sommes au centre de tout. Voilà pourquoi que l'inspection provinciale du travail, ou soit l'inspection générale du travail, ne soit pas un service qui est rejeté, ou soit abandonné, parce que ici, c'est une question de vie. Question de vie, nos missions vont au-delà de l'IGF. Mais les gens ont valorisé l'IGF, hein, comme ici, quand on parle, ici, vous voyez Alingué qui sortir ici, tout le monde va commencer à trembler, c'est parce qu'on va parler de détournement, parce que les gens se sont habitués à détourner, alors ils sont en train de craindre l'IGF. Mais nous, comme nous sommes de l'inspection du travail, comme nous ne sommes pas valorisés, nous demandons un fisc minimum de valeur pour à nos autorités de pouvoir valoriser ces services publics de l'État qui cadrent la législation en matière du travail. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous voici arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Vous avez suivi les interventions de nos deux inspecteurs ainsi que madame contrôleur. Ils sont des inspections du travail. Ils se sont dit, trop c'est trop, 10 mois d'impayement, depuis qu'ils ont été recrutés par l'État congolais pour servir la nation dans ces secteurs, mais hélas, n'ont jamais touché à leur salaire. Impayés jusque-là, jeunes qu'ils sont, et l'avenir s'annonce très sombre pour eux si et seulement si l'État congolais, à la personne du président de la République, du ministre du budget, pointé du doigt, ministre des Finances et aussi leur ministre des tutelles qui doit être un bon manager, si et seulement si tous ces ministres ne s'impliquaient pas pour l'amélioration des conditions de travail, pour le paiement de leurs salaires, en tout cas l'avenir de ces jeunes gens qui ont choisi servir la nation reste sombre et inquiétant. Vous avez suivi leurs interventions, nous n'avons fait que notre travail, accorder la parole à ceux-là qui ont besoin de se faire entendre. Mesdames et messieurs, on se retrouve prochainement avec un nouveau numéro de votre magazine Tempête Politique sur la même chaîne. Au revoir. Ministre,
fonctionnaire, salaire